come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Contraste, ou sur ce plateau, comme d'ordinaire, nos partenaires de RCFM et de Corse Matin. Bonsoir Patrick Winchigler. Bonsoir. Bonsoir Roger Antèche. Bonsoir. Bonsoir à tous. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé, s'interrogeait faussement Socrate. Eh bien non. La santé est notre premier capital, le préserver, le restaurer ou accompagner son déclin est un enjeu de société. Pourtant, se faire soigner ou soigner relève aujourd'hui... J'ai un petit souci de... Voilà, il fallait tout ça. Non, je l'ai, Lou. Il fallait tousser avant. Pardon. Alors, Un peu de miel. tu exerces à Josette, toujours? C'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'association Solidaridad. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Corse via ST, là pour ce nouveau numéro de Contraste. Sur ce plateau, comme d'ordinaire, nos partenaires de RCFM et Corse Matin. Bonsoir Patrick Winchigler. Bonsoir. Bonsoir Roger Antèche. Bonsoir Sylvie. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Socrate s'interrogeait faussement, eh bien non. La santé est notre premier capital. Le préserver, le restaurer ou accompagner son déclin est un enjeu de société aujourd'hui plus que jamais. Pourtant, se faire soigner ou soigner peut relever du parcours du combattant pour les premiers, d'un véritable sacerdoce pour les seconds. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018, le premier du quinquennat, est marqué par une baisse de 5,2 milliards d'euros sur l'ensemble des dépenses de santé, l'effort étant concentré sur l'assurance maladie. Restrictions budgétaires, établissements vétustes, vieillissant, déficit de personnel. Le système de santé insulaire est lui aussi confronté à de multiples difficultés et doit d'ores et déjà relever des défis, comme notamment la prise en charge des personnes âgées. Ce secteur médico-social, notre invité y œuvre depuis 41 ans. Son visage est connu à l'hôpital de Bastia, partout en Corse. Militante CGT, présidente de la conférence régionale de santé et d'autonomie, Josette Risterucci a également siégé dans les rangs de l'Assemblée de Corse jusqu'en décembre dernier. Josette Risterucci, bonsoir. Bonsoir, merci à vous trois. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Sujet passionnant pour lequel vous avez risqué votre santé il y a peu. En octobre 2017, vous avez, avec 6 autres agents, fait quasiment un mois de grève de la faim. Il s'agissait d'alerter, disiez-vous, les pouvoirs publics sur l'état catastrophique de l'hôpital de Bastia. Catastrophique au point de manquer de matériel, de médicaments. Un mot d'abord sur le mode d'action. Il est apparu plutôt radical. Oui, dans un contexte où justement on est en train de dénigrer des mouvements de grève, où on dit que la grève ne sert à rien ou qu'on en fait trop. Dans le secteur de la santé, c'est bien un secteur où l'obligation de travail nous empêche d'exercer un droit de grève et surtout, nous n'avons pas voulu pénaliser un fonctionnement hospitalier. Et à partir de là, la marge de manœuvre, elle est très très restreinte. Et quand vous disiez depuis 40 ans, justement, quand on défend ce droit à la santé, il nous est arrivé à un moment donné de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et oui, on a fait une grève de la faim. Ça a été violent. On a été pas cru des fois, dénigré. Mais bon, notre état de santé l'a bien montré que ce n'était pas du faire semblant. Pour être méprisé par le gouvernement, complètement méprisé. Et vous avez été entendu à l'issue de ce mouvement. L'État, me semble-t-il, s'était engagé à verser 15 millions d'euros à l'hôpital de Bastia pour payer les fournisseurs. La promesse a été tenue ? Ces 15 millions d'euros, on les a eus. Si on n'avait pas fait ce mouvement, on ne les aurait pas eus, on en aurait eu 7. C'est ce qui était prévu. On a eu 15 millions d'euros, mais nous avions bien expliqué à ce moment-là que 15 millions d'euros, ça nous permettait de tenir jusqu'au mois de mars. Voilà. Et que nous avions 55 millions d'euros de déficit.
comme de nombreux autres hôpitaux. Certains peuvent être en L'hôpital équilibre, mais d'Ajaccio, beaucoup sont déficitaires. Donc nous avions prévenu. Il y avait la responsabilité depuis 4 ans de l'ensemble des instances de l'hôpital qui n'ont pas pris la mesure de la difficulté. Et oui, nous avons fait une grève de la faim qui a été largement médiatisée, mais je le redis, mépris total d'un gouvernement. De toute façon, c'est à la hauteur de ce gouvernement. Très clairement, quand vous dites nous avons en gros arraché 15 millions d'euros qui permettent de payer les fournisseurs jusqu'à fin avril, est-ce que ça veut dire que l'hôpital de Bastia peut se retrouver dans les mois à venir dans la même situation? Mais ça y est, on est à 1 an de paiement des fournisseurs. Ça y est. Je veux dire, on a effectivement comblé un trou, mais voilà, ça s'arrête là. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nos projets. Mais on a l'impression d'une mécanique infernale, parce que 15 millions, fin mars c'est terminé, ça veut dire qu'il va falloir à nouveau abonder, j'imagine, pour pouvoir payer les fournisseurs et assurer des soins aussi. Comment on sort de cette situation? Parce que finalement, ça paraît assez inextricable. Et on a le sentiment que les raisons de ce déficit, de ce trou, les raisons sont structurelles et non pas conjoncturelles. C'est ça la difficulté? Les raisons, elles sont voulues par les politiques publiques qui sont mises en place depuis des années. Je veux dire, quand on a mis en place depuis 20 ans, qu'on a fait de la santé une marchandise, je le rappelle, parce que quand même, les traités européens et le traité de Maastricht ont prévu que la santé devienne une marchandise. Et maintenant, c'est même renforcé. Le médico-social et les associations sont des marchandises. Donc effectivement, l'hôpital public qui doit remplir des missions de service public, il est comme tous les autres services publics, il doit réduire sa voilure. Sauf que nous avions des projets d'investissement, je pars de Bastia, mais c'est le cas des autres établissements dans l'île, et que pour avoir des moyens d'investissement, on vous demande d'économiser sur le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est le personnel et c'est les achats au quotidien. Achat de matériel, achat de médicaments, achat pour fonctionner. Sauf qu'on oublie une chose, c'est qu'un hôpital, il est producteur et consommateur. On participe à l'économie locale aussi. Et les soins aussi? Est-ce qu'on bien doit sûr prodiguer uniquement les soins qui sont rentables, entre guillemets? Oui, ça c'est la tarification à l'activité. Quand on a inclus ce qu'on appelle la T2A, on nous a mis établissements publics et privés dans une course infernale à la rentabilité. Et quand vous arrivez dans des établissements comme celui de Bastien ou quand les établissements même privés, nous avons ce qu'on appelle ces activités à effet de seuil, où à un moment donné, on est population normale, un quartier de Marseille, on n'aura jamais la rentabilité qui est voulue. D'ailleurs, peu l'ont la rentabilité. Donc on est dans un cercle infernal qui amène à faire ce qu'on appelle des regroupements, des usines à soins, qu'on aimerait bien faire aussi en Corse. La tendance nationale, c'est semble-t-il, on aide et on finance les établissements qui baissent le nombre de lits. Tout à fait. Baisser le nombre de lits, diminuer le personnel. Alors, est-ce que ça explique que l'hôpital d'Ajaccio, l'hôpital neuf, ait été financé à 100% par l'État, mais qu'il affiche, pour le coup, une capacité moins importante qu'actuellement? Oui, c'est ce qui avait été demandé dans le projet de l'hôpital d'Ajaccio. Personnellement, je n'aurais jamais validé une diminution de capacité de lits sur l'hôpital d'Ajaccio. Concrètement, ça fait combien de lits en moins sur Ajaccio? Je n'ai pas le nombre de lits. Je sais qu'ils ont diminué leur capacitaire. Il y a un établissement public et une clinique. Il y a un bassin de vie quand même important. Et tout ça pour faire ce qu'on appelle de l'ambulatoire, que ce soit en médecine ou en chirurgie. On en parlera plus tard. L'ambulatoire, pour préciser, c'est on rentre le matin, on sort le soir. Oui, c'est des examens. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en ambulatoire pour le confort, bien entendu, du patient. Personne n'a envie de passer des nuits à l'hôpital ou de rester des jours hospitalisés. Cela s'entend et c'est normal. Mais il y a aussi les temps de trajet et il y a aussi la surveillance. Quand vous rentrez, vous devez être à 20 minutes. À 20 minutes de l'hôpital. Quand on sait qu'il n'y a pas de permanence de soins à l'extérieur, je veux dire, en dehors des bassins de ville, Bastia, Ajaccio, voilà, vous faites quand vous êtes en dehors de ce circuit-là? Vous allez prendre des chambres d'hôtel, parce que maintenant c'est ça aussi, on mettra dans le circuit les hôtels hospitaliers. D'accord, ok. Est-ce que quand Emmanuel Macron est venu en février dernier, il s'est dit favorable au déblocage des crédits pour la deuxième tranche de modernisation de l'hôpital, en précisant quand même un certain nombre de points, en disant c'est sous condition. Ça veut dire une gestion beaucoup plus rigoureuse. Oui. Agnès Buzyn avait évoqué précédemment un autre point relatif à l'hôpital de Bastia, en disant oui, la situation financière s'est beaucoup dégradée, mais c'est essentiellement dû à la masse salariale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on renvoie en permanence la responsabilité sur les personnels, voilà, c'est toujours un problème de gestion. Alors d'abord, les annonces de M. Macron, c'était un non-événement, et en plus, il a dit n'importe quoi. Voilà. Il faut rappeler que le financement de l'hôpital d'Ajaccio à 100%, c'était en 2014.
ça a été acté, que l'hôpital de Bastia n'aurait jamais dû rentrer dans ce qu'on appelle le comité de performance et de modernisation. L'hôpital de Bastia en 2014 avait 7 millions d'euros de déficit. Jamais il n'aurait dû être dans ces tuyaux. Nous avions averti à Il y a moins l'époque... d'hôpital de Ajaccio. Il n'avait que 7 millions. Il y en a 55 aujourd'hui. Nous avions averti à l'époque le conseil de surveillance, et je suis à l'aise pour en parler. À l'époque, c'était M. Soukarel, donc qu'il ne fallait pas rentrer dans ces tuyaux. La commission médicale, tout le monde a voté le Copermo, sauf les partenaires sociaux. Voilà. Quand vous rentrez dans ces tuyaux, c'est Bercy qui pilote. Et là, c'est une autre affaire. Donc, M. Macron a annoncé le financement de l'hôpital d'Ajaccio à 100%. Il n'a pas parlé des dépassements, des surcoûts qui sont financés et du déficit d'Ajaccio. Et il annonce une deuxième tranche pour Bastia. Mais il se moque, c'était se moquer du monde. C'est ce pourquoi on avait fait grève, pour lequel on n'a aucun engagement. Et aujourd'hui encore, on reprend un dossier que l'on refait depuis 20 ans. Parce qu'il y a 2 poids et 2 mesures en Corse. Hein. Il y a le sentiment de C'est inadmissible. entre Ajaccio et Bastia. Quand Bastia a présenté un dossier il y a 5 ans de financement qui était à hauteur de 70 millions d'euros, donc qui aurait dû se faire peut-être sur 10 ans, il n'a pas été financé. Il a eu les 23 millions d'euros pour refaire le bloc opératoire, la sécurité électrique et incendie. Excusez-nous du peu, quand même, dans un établissement recevant du public. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures que vous dénoncez? Parce qu'on n'a jamais été défendu correctement à Bastia. Ajaccio, tout simplement pour ça, parce qu'Ajaccio, je vais vous faire en matière de gestion vertueuse, on est à 130 millions d'euros de déficit cumulé. Bon, il y avait à Bastia, vous parliez de 7 millions d'euros tout à l'heure, quelque chose qui paraissait en matière de gestion un petit peu plus vertueux qu'Ajaccio, et néanmoins, c'est Ajaccio qu'on a aidé et Bastia qu'on a délaissé. Moi, j'ai fait de multiples déplacements, que ce soit en tant que syndicaliste, vous le savez, ou en tant qu'élu, ça fait des années. Je veux dire, j'ai quand même été, mon dernier déplacement au ministère, c'était le 13 ou 14 novembre 2015, où justement tous les problèmes de la santé en Corse avaient été mis sur la table devant le directeur général de l'offre de soins, et où j'avais demandé comment on allait faire justement pour résorber le déficit à l'époque d'Ajaccio, celui de Bastia, et comment on allait financer les travaux, en parlant aussi des hôpitaux locaux, des établissements privés. Il a baissé la tête, il ne m'a pas répondu. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'on a donné 250 millions d'euros à la Corse. Oui, mais vous les avez donnés où et avec quel contrôle? Sur Bastia, par exemple, tous les 4 ans, tous les 5 ans, on change de directeur. Ils arrivent, on leur promet des moyens, des projets magnifiques dont ils n'ont pas les financements. Donc après, évidemment, ils s'en vont. Et oui, c'est insoluble. Josette Risterouch, comme il y a eu au niveau des institutions la création d'une collectivité unique, vous craignez une régionalisation de la santé publique? Mais ce n'est pas le craindre, c'est exactement la politique nationale. C'est ça qu'il faut entendre et il faut que tout le monde l'entende. Quand au niveau national, on est sur des regroupements, quand on a fait des groupements hospitaliers de territoire, il faut le rappeler, ce n'est pas pour, soi-disant, mieux soigner. C'est pour regrouper, faire des usines à soins. Parce qu'aujourd'hui, on fait des usines à soins. Je vois pas où est la rationalisation. Nous, on a fait un GHT, mais on a 10 ETP pour faire un GHT entre Calvi-Corté et Bastia, groupement hospitalier de territoire, c'est fameux, qui arrive à faire des hôpitaux, tête, on dira, de pont, qui regroupe, dans les tiroirs du ministère, bien entendu, il pourrait y avoir un groupement hospitalier de territoire unique, avec, puisqu'il y a un hôpital neuf qui est construit, qu'il faut rentabiliser l'hôpital d'Ajaccio, bien évidemment que derrière, et ce n'est pas être parano que de dire ça, on pourrait envisager que l'hôpital, entre guillemets, régional soit Ajaccio, sauf que la réalité, elle est qu'il y a 2 bassins d'attractivité, et qu'il y a des besoins d'hôpitaux locaux, de cliniques à côté qui fonctionnent et qui ont du mal avec les règles budgétaires que nous connaissons, parce que la santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût. Il y a une nouvelle baisse des tarifs hospitaliers cette année. C'est, oui. je crois, moins 1,2%. Oui. L'an dernier, c'était 0,9%. Oui. C'est-à-dire que les ressources s'amenuisent au fur et à mesure que les économies sont Vous avez annoncé le vote du budget du projet de loi de financement de la sécurité sociale, moins 5,2 milliards et quelques. L'assurance maladie, donc l'hôpital est concerné, mais l'assurance maladie, c'est ce que non. Nous, c'est tous les soins que nous avons tous les jours. Vous avez les soins de ville, vous avez ce qui est payé dans les hôpitaux et dans les cliniques, parce que les cliniques aussi sont financées par l'assurance maladie. Il y a une part d'investissement des actionnaires, des propriétaires, mais il y a la rémunération des actes qui relève quand même de l'assurance maladie. Alors quand les coûts baissent, et qu'en plus vous êtes sur des territoires comme les nôtres, où on est quand même une île montagne,
et entourés d'eau. Est-ce qu'on va tous prendre l'avion pour aller systématiquement sur le continent, alors qu'on a montré, parce qu'il faut le dire, que l'on peut se soigner en Corse quand on a les médecins qu'il faut là où il faut compétents et les plateaux techniques. Donc, Malgré on tout, a il y a quand près même- de 20% de patients Oui. qui partent chaque année se faire soigner sur le continent. C'est pas Alors, est-ce quelque que c'est chose... non. est-ce que c'est de la défiance? Est-ce que c'est une absence de spécialité? Vous l'expliquez comment? Alors, il y a bien entendu les actes qu'on ne fera jamais en Corse. Je veux dire, ça c'est normal. Je veux dire, aux interventions cardiaques, des interventions très spécialisées que l'on ne fera jamais. Après, je rappelle quand même que le Code de la santé publique, il écrit que le patient a le libre choix. Bon, ce libre choix bientôt n'existera plus parce que le libre choix du public, du privé, d'un établissement. Voilà. Dans la réalité, ça n'existera pas dans très longtemps. Donc 20%, vous savez, c'est pas énorme. Vous avez des régions, par exemple de Grenoble sur Lyon, il y a ce qu'on appelle aussi des taux de fuite qui se relèvent de 20%. Et pourtant, c'est 2 CHU à un autre CHU. Donc nous avons besoin, bien entendu, de partir sur le continent pour des actes ou par choix. Voilà. sans quoi ce n'est pas justifié, selon vous? Si, De il y a des partir. actes tout à fait Non, mais justifiés, en bien dehors sûr. de ces actes-là, ceux qui considèrent que finalement le meilleur hôpital, c'est l'avion, faux. ils ont tort? C'est faux. C'est faux. On peut soigner en Corse et le capital confiance, il est là. Je rappelle quand même, je vous donne l'exemple, l'hôpital de Bastia est le seul établissement qui a géré la catastrophe de Fouriane, il y avait 3000 blessés. Mais est-ce on en parle de Fouriane, mais est-ce qu'on en parle de ça? On parle de ce qu'on a fait en urgence, et c'était en 1992. Je veux dire, des gens que l'on sauve dans les hôpitaux, dans les établissements privés, mais c'est courant. Après, bien entendu, qu'il peut y avoir des erreurs, elles existent partout, elles existent dans tous les établissements. Mais on sait qu'on a des professionnels avec de compétences. Il faut, à côté, donner des moyens techniques, des plateaux techniques, des hôpitaux dignes de ce nom, hein, avec, je dirais, un accueil et des chambres, tout ce qui va avec. Et bien entendu, après du personnel, avec des droits et des devoirs, bien, c'est qu'on puisse défendre. Ça aussi, c'est entendable. Sur l'offre de soins hospitaliers, vous estimez qu'il y a aujourd'hui une forme de complémentarité entre les établissements publics et les établissements privés, ou qu'il y a une concurrence? On a vu sur le continent, les établissements, les cliniques, demander à ce que leur soit redirigé davantage d'urgences pour soulager, disent-elles, les urgences du public. Oui, alors là, c'est aussi particulier. Je veux dire, dans notre région, enfin, nous travaillons avec le secteur privé et jusqu'à présent, la bonne entente se fait normalement. Je veux dire, si demain vous allez consulter un chirurgien, un médecin dans le privé, vous y allez vous faire soigner. Ça n'empêche pas l'établissement public de recevoir 33 000 urgences, de remplir ses services. Et voilà, jusqu'à présent, je veux dire, l'entente se fait normalement. Mais c'est vrai que sur le continent, c'est une guerre. Vous savez ce qui se passe. Quand je vous parle des usines à soins, sur le continent, vous avez des groupes cotés en bourse. Quand je vous disais que la santé, c'est une marchandise, bien sûr, des groupes cotés en bourse, c'est-à-dire que ces groupes cotés en bourse reçoivent l'argent de nos cotisations salariales et patronales. Donc, et ils ont, bien entendu, du travail à la chaîne. Et ça, c'est la concurrence déloyale, on dira, hein, entre le public et le privé. Nous ne vivons pas ça actuellement en Corse, parce que les établissements privés sont en difficulté par rapport aux tarifs que l'on expliquait, par rapport aux activités à effet de seuil. Donc la complémentarité, elle existe dans la mesure où chacun reste dans l'honnêteté intellectuelle et dans le choix du patient. Voilà, nous travaillons en bonne entente. Les urgences encombrées dont on peut parler aussi, c'est d'une certaine manière aussi des problèmes dans la médecine de ville avec un tissu, notamment des généralistes, qui est en train qui est vieillissant d'abord et qui est en train de se déliter sur le territoire. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de permanence de soins, vous le savez, depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'avant, les médecins étaient de garde, ils avaient des tours de garde, de nuit, de week-end, etc. Bon. Ça a été négocié avec leur convention, donc plus de permanence de soins. Mais certains la font quand même, hein, faut quand même le dire. Hein. Et nous avons en Corse une démographie médicale, ça fait 10 ans qu'on le dit, entre guillemets, vieillissante. Donc, il va se passer chez nous ce qui se passe ailleurs, c'est qu'effectivement, quand ces médecins qui ont atteint l'âge de la retraite vont partir,
Et s'ils ne sont pas remplacés, on l'a vu dans le NIO, on l'a vu dans le Cap Corse, on le voit dans d'autres Des zones en secteurs, tension comme le centre Corse. il y aura des zones en tension. Mais là, on va revenir. Pourquoi on ne supprime pas le numerus clausus? C'est voulu. Aujourd'hui. Il faut le faire sauter, ce Mais numerus bien clausus. sûr qu'il faut le faire sauter. Enfin, on pouvait faire ou un numérus régional, par méga-région, par grande région, ou le faire sauter. Les étudiants bloquent les universités. Mais aujourd'hui, ils devraient bloquer aussi pour qu'on supprime ça et qu'on forme davantage de médecins. On fait venir des médecins d'autres pays européens en France, et ça, les échanges sont nécessaires. Mais on sait à côté qu'on manque et de médecins généralistes et de spécialistes, tant dans le public que dans le privé. Pour autant, On organise la pénurie. Pour autant, on ne peut pas obliger un médecin, un praticien, à s'installer dans telle zone ou telle autre. Exactement. Un médecin, il a une profession libérale, on ne peut pas l'obliger à s'installer. Il y a des mécanismes d'incitation. Après, installer dans le libéral, on parlera des médecins généralistes, ça ne peut se faire qu'avec un projet médical et paramédical autour, porté par une communauté. Et là, vous avez des mécanismes financiers qui permettent l'aide qu'on appelle à l'installation. Parce que l'exercice de la médecine, il a changé aussi. On n'est plus corvéable à merci et joignable 24 heures sur 24. Est-ce que ça passe nécessairement par ces fameuses maisons de santé où l'on retrouve plusieurs professionnels de santé, alors médecins, kinés, infirmières? Oui, les maisons de santé, on n'a pas attendu que M. Macron arrive au mois de février pour parler des maisons de santé en Corse. Hein. Les projets existent, ceux qui ont été montés correctement ont été financés. Et les maisons de santé, avec un exercice pluridisciplinaire, bien entendu que c'est l'avenir. Mais il faut que les médecins le veuillent, que les professionnels de santé autour portent un projet. Voilà. Donc je reviens sur ce qu'a dit M. Macron. Il a dit maison de santé, on va doubler le nombre. Oui, alors que les projets y sont déjà et qu'ils ont été financés. Après, il a dit donc sur les 2 hôpitaux des choses qui étaient déjà vraies. Il a dit qu'on allait doubler les places d'EHPAD. C'est une absurdité parce que les EHPAD ne sont pas remplis. Donc c'est n'importe quoi et qu'on doit s'orienter vers autre chose. Ils ne sont pas remplis pourquoi les EHPAD? Ils ne sont pas remplis pour des Ils ne questions sont pas de remplis coût parce ou que, de... oui. Hein? Et puis, pas seulement de coûts. Arriver dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, c'est ou un choix du résident, parce que c'est sa résidence, hein, c'est sa maison, il faut le rappeler. Un choix de la personne ou de la famille. Voilà. Et c'est aujourd'hui, des fois, c'est des fois un crève-cœur d'arriver et d'être éloigné de sa commune, de ses amis, de ses voisins, voilà. Donc ça doit rester un choix. Et après, c'est un coût. Tout à fait. Ça a un coût. Et pas tout le monde ne peut payer, et pas tout le monde ne rentre dans les aides aussi. Il y a des limites. Hein. Et vous savez qu'après, on peut prendre effectivement sur l'héritage. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas rempli. Et puis, il y a des modes, d'autres choix. Pour rester dans les communes, on peut faire des petites unités de vie. Vous êtes favorable d'aider pour ces J'ai petites toujours été structures à taille favorable. humaine? Sur ce point-là, j'ai jamais été suivie. Hein, c'est quelque chose, mais qu'on a mis même dans le PADUC, on en avait parlé. C'est à organiser. En fonction, bien sûr, de l'état du résident. Parce que quand vous arrivez, et de plus en plus, on a des pathologies lourdes, cognitives, et à ce moment-là, bien sûr que l'établissement spécialisé est la seule possibilité, avec tout ce qui va avec comme soins, comme spécialisation, comme personnel compétent autour. Mais je voudrais parler de l'habitat indigne. Vous savez qu'à Tog, on paye 2400 € par mois. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a pas honte de la situation où tout le monde met la poussière sous le tapis et on n'en parle plus. 2400 € par mois. Alors là, on a le personnel. C'est pour ça qu'il y a fait des règles. Bien sûr, oui. Là, on a le personnel, mais dans quels locaux? Et là aussi, ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Donc, alors, il y a d'autres structures. Hein. Il y a Castellouche, il y a également Tatone ou Corté. Donc... Tatone a été refait. La différence à Tatone, c'est que les locaux ont été refaits et sont de très belle qualité. Là, il manque du personnel spécialisé. Et après, vous avez des établissements privés qui sont très beaux, très bien, et de compétences. Voilà. Mais il y a les deux. Josette Oristerucci, la majorité territoriale, la collectivité de Corse, récemment, dans le dialogue avec Paris, le dialogue institutionnel, a prôné, a plaidé pour une compétence régionale en matière de santé. Il y a eu une fin de non-recevoir de la part de Paris. Elle était légitime, cette demande venue de Corse, selon vous? Avoir une compétence régionale demande aussi d'avoir des moyens. Si aujourd'hui, on va avoir des élus, et
J'ai été élue. C'est l'expérience des transferts de 2002 sûr. qui vous incite à... Bien sûr. Vous imaginez aujourd'hui, vous parliez du déficit de l'hôpital d'Ajaccio, il y a celui de Bastia, il y a celui de Corté-Tâtonne, il y a celui de Calvi, celui des autres établissements. Mais des compétences avec quels moyens? Moi, ce qui m'intéresse... C'est lié à un transfert de moyens. Voilà. Est-ce envisageable? Que les élus donnent des avis et interviennent, c'est normal et on l'a toujours voulu. D'ailleurs, les élus vont avoir leur mot à dire sur le prochain projet régional de santé. On a vu le président de l'exécutif l'an dernier parvenir à négocier à la hausse le fameux coefficient géographique. Voilà, le président d'exécutif a négocié, mais je rappelle que la conférence régionale de santé s'était emparée du dossier et que c'est à partir de là que les travaux ont repris, que la conférence régionale de santé a aussi, avec sa commission permanente, travaillé sur l'inscription de la Corse dans la stratégie nationale de santé. C'est pour ça que je suis très remontée par rapport au président et à Madame Buzyn, qui est la ministre. Ça nous fait très plaisir vu ce qu'elle a fait au mois d'août. On a inscrit les particularités d'une région, mais après, quand on fait 5 milliards d'euros d'économies, on les prend où? Nous, on a un retard considérable, parce que ce qu'on demande, là, il y a les investissements qui sont lourds, c'était des besoins d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait voté à l'Assemblée une motion que j'avais déposée sur un plan exceptionnel d'investissement pour la santé. J'ai mis 10 ans pour arriver à faire... Mais c'est pareil, là-dessus, on n'a pas de réponse. Donc, il y a le volet investissement, et bien entendu, les volets fonctionnement, et l'exploitation pour tous les établissements. Et l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, au niveau national, ce qu'il est demandé, c'est bien entendu comprimer le personnel, revoir tout ce qu'on appelle les acquis sociaux, c'est pas spécifique à la santé, c'est pour tout le monde pareil. Et vous voyez que ce qui se passe, vous avez des suicides dans les hôpitaux, vous avez des burn-out. Nous, on a préservé une qualité de vie au travail, parce qu'on a toujours exigé le personnel qu'il fallait, où il fallait. C'est d'ailleurs pour ça que... que Mme Buzyn estime que la masse salariale a beaucoup évolué. Voilà, on a eu des postes quand il y a eu les 35 heures, ce qui n'a pas été le cas dans tous les hôpitaux de France. Donc, on veut garder ce que l'on a actuellement pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et à un moment donné, ça a effectivement un coût. Et la région ne pourra pas financer ses coûts. Je vais me faire l'avocat du diable, mais quand les hôpitaux en France, les hôpitaux publics, cumulent 30 milliards, me semble-t-il, de dettes, est-ce qu'il n'est pas normal qu'à un moment donné, le gouvernement s'empare de la question et dise faites attention, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas le tonneau d'Anaïde. Oui. Mais on en revient à ce financement de l'assurance maladie. Quand vous faites des exonérations de charges depuis des années, que vous videz l'assurance maladie de ses recettes, de ses ressources, ce qu'il vient de faire avec la CLG une fois de plus, à un moment donné, bien sûr que vous fermez le robinet des moyens financiers et les déficits vont augmenter. À côté de ça, la santé, qui a un coût, elle a quand même évolué. On a des techniques. On a des interventions qui coûtent très cher, du matériel qui coûte très cher. Et c'est pas la médecine, le coût d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on va laisser les gens avec des maladies chroniques crever? Est-ce qu'on ne va pas vous opérer parce que vous avez 70 ans, que vous avez un cancer et qu'on estime que vos chances de vie, c'est ce qui se passe dans certains pays. On va parler du bénéfice-risque pour soigner les gens. Et d'arriver sur des systèmes assurantiels, concurrentiels, comme l'assurance de votre voiture. Non, moi j'estime qu'on avait quelque chose de formidable en France, qui était quand même une conquête qu'on appelle des jours heureux, et j'y tiens, qui était la création de cette assurance maladie après la guerre, quand il n'y avait rien. Aujourd'hui, 6e puissance mondiale, on est en train de nous dire, mais les codes, ils sont plus bons, on casse tout, et non, c'est pas possible. Il y a des moyens pour financer. L'assurance maladie, elle a été en équilibre dans les années 2000, donc il y a bien une raison si elle était en équilibre, c'est parce qu'il y avait moins de chômage. Donc voilà, on est dans ces mécanismes. Et quand on veut tuer son chien, on peut dire qu'il a la rage. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et on culpabilise les gens. À un moment donné, basta. Je veux dire, c'est plus entendable, ce genre de discours. Je veux dire, on a de l'argent pour faire la guerre, mais on n'a pas de l'argent pour soigner les gens. Point. Le projet régional de santé est en cours d'élaboration. Il sera finalisé
à la fin de l'année 2018, je crois. Quels sont les grands axes? Parce que bon, on a bien compris que les moyens, on les attendra peut-être, mais il y a des perspectives qui ont dû être données pour le territoire. Alors, le projet régional de santé, il est en cours d'élaboration. Ça aussi au niveau de la conférence régionale de santé, puisque nous allons être consultés. Le directeur de l'ARS était arrivé avec les orientations stratégiques et pensait passer le plan sans faire de réunion technique avec les membres, par exemple, de la CRSA. Et là, il a fallu batailler avec lui pour qu'on fasse ces groupes techniques, qu'on vienne nous présenter par filière ce qu'il y avait dans les tiroirs et qu'on puisse discuter avec les professionnels, parce que là, c'est l'ensemble des professionnels, c'est des usagers, parce qu'on oublie la démocratie sanitaire de l'ensemble des thématiques, et représentants des usagers, qu'on oublie, voilà, c'est tout, c'est un ensemble. Donc à partir de là, on lui a demandé de faire des groupes techniques. Ça ferait pratiquement 1 an maintenant qu'on se réunit. On va arriver à la phase de finalisation du rapport, qui reprend ce que je vous ai dit. Il y a les établissements privés, les établissements publics, et il y a ce qu'on appelle la notion maintenant de parcours de santé, parce que pas tout est à balayer. Je dirais, un parcours de santé, c'est un patient du début jusqu'à la fin. On doit faire son parcours de santé, parce qu'aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette. Il y a des blancs. Je veux dire, il y a des patients qui ne sont... Parcours de santé, on ne sait pas ce que c'est. Donc tout ça est écrit. Mais à la fin de tout ça, vous ne parlez pas moyens, parce qu'un projet régional de santé, où qu'il soit, il est soumis aux objectifs nationaux des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, dont vous parliez tout à l'heure, réduction. Donc vous voyez la paranoïa dans laquelle on est, c'est d'écrire sur papier glacé tout ce que l'on souhaite pour la Corse, et on va l'écrire. Mais quand vous posez la question des moyens, et je vous invite à la poser à M. Barzac, le directeur de l'ARS, et à Madame la ministre quand elle viendra, ben, vous retournez, les moyens, ils ne seront pas au rendez-vous. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais on est dedans. Ça reste de l'incantation, ce plan régional de santé. Ben, il y a des choses qui pourront se faire parce que vous avez des plateaux techniques qui ont été modernisés, parce que vous avez des professionnels. Mais si vous savez qu'il y a des filières où il n'y a plus de médecins, voilà. On va faire quoi de notre projet régional, qui a demandé un travail énorme, je tiens à le dire quand même, des professionnels de l'ARS qui ont travaillé sur ces dossiers. Parce que vous soyez dans une petite région comme la Corse ou dans la région PACA, l'élaboration d'un projet régional, ça demande le même travail. Donc aujourd'hui, je veux dire, oui, tout le monde va écrire, tout le monde va faire ses projets, et je peux vous dire que c'est un travail, je veux dire, collégial. Vous parliez du privé, du public, du médico-social, parce qu'il faut parler du médico-social, du handicap, de tous ces champs d'activité. Mais précisément, participe également à l'élaboration de ce fameux plan des acteurs du privé, et nous allons en recevoir un pour la deuxième partie de cette émission, des Untrabuntu. Et nous allons accueillir Renaud Mazin, qui est le directeur de la clinique de l'Hospédale. Bonsoir, Renaud Mazin. Bonsoir, Madame Aquavive. Bonsoir, Madame Risterucci. Je vous laisse échanger avec Josette Risterucci. Vous en avez, je crois, l'habitude. Oui. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. Et encore plus, puisque j'ai plaisir à débattre une nouvelle fois avec Madame Risterucci sur les questions de santé pour la Corse. Pour commencer, je voudrais vous proposer, Madame Risterucci, si vous en êtes d'accord, à travers un échange, de vous mettre dans la peau du ministre de la Santé pour la Corse. J'ai cru comprendre, en vous écoutant dans les coulisses, que vous aviez des opinions sur la gestion des affaires au niveau national, mais aussi local. Et j'aimerais pouvoir, avec vous, vous poser des questions et voir le degré de compatibilité qu'il peut y avoir entre nous. Volontiers. Merci. Avant toute chose, j'aimerais quand même rappeler, peut-être aussi aux téléspectateurs, la place qu'occupe l'hospitalisation privée aujourd'hui en Corse. C'est plus d'un patient sur 2 qui a choisi de faire confiance aux établissements de santé privés. Établissements de santé privés, on est d'accord, c'est des établissements médico-chirurgicaux, le soin de suite et la réadaptation, la psychiatrie ou encore l'hospitalisation à domicile, qui sont des sujets que vous avez pu tout à l'heure balayer. Je pense que cette adhésion des Corses à leur système de santé privé est importante. Vous avez relevé tout à l'heure qu'il y avait un système qui était basé en termes de financement sur la tarification à l'activité. Cette tarification à l'activité, au cours des 6 dernières années, a montré une baisse continue
les tarifs, c'est-à-dire des recettes qui étaient allouées aux professionnels de santé pour arriver à soigner, et nous le souhaitons tous, dans de bonnes conditions, ces patients. Grosso modo, toute activité confondue, ces 6 dernières années, ça a été de 15 à 30% de baisse. Qui dit 15 à 30% de baisse dit des conséquences, évidemment. Et la première des conséquences, c'est l'asphyxie totale des établissements pour leur mode de fonctionnement. Vous en avez parlé tout à l'heure pour ce qui est des établissements publics, mais c'est aussi vrai pour les établissements privés. Je l'ai dit, me semble aussi. Tout à fait. Et je voudrais que peut-être vous insistiez peut-être un petit peu plus dans le cadre de notre échange sur si demain vous étiez aux affaires, quelles mesures vous prendriez? Parce qu'on sait qu'il y a une contradiction entre l'envie d'avoir des recettes supplémentaires et l'avis d'essayer de maîtriser les dépenses d'assurance maladie, qui contraint quand même le budget de la nation. Alors la première des choses, c'est d'expliquer comment sont financés justement les établissements publics et privés. Voilà. Tout à fait. Vous avez parlé de la tarification à l'activité, mais il n'y a pas que ça comme ressource dans le secteur privé. Il y a les actes qui sont faits sur chaque patient, les consultations, tout ça, qui rentrent dans les soins de ville. Je veux dire, contrairement à l'hôpital, où tout est compris dans le prix, vous avez un forfait de journée qui dépend justement de la T2A, du PMSI. C'est l'informatique médicale, hein, le PMSI. C'est très compliqué. Et vous avez après l'argent qu'injectent vos actionnaires et des subventions qui peuvent être données ou pas par l'Agence régionale de santé dans le titre du Fonds d'intervention régionale. Pour ce qui vous concerne, vous, c'est la délégation de service public, puisque vous assurez une délégation de service public pour le service des urgences et de la maternité. Donc, ce qui veut dire que vous contractualisez certainement avec l'ARS, qui doit vous donner des enveloppes, comme il doit les donner quand il contractualise avec les hôpitaux. La question, c'est à un moment donné, est-ce que l'agence régionale de santé, quelle qu'elle soit, ou que ce soit, donne les enveloppes qui sont prévues, voilà, pour les établissements. Moi, si je devais être, comme vous dites, ministre de la Santé et avoir une orientation politique, ce ne serait pas celle de Mme Buzyn, de Macron, et encore moins celle qu'a été Mme Touraine. Je pense que la première des choses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est financement de l'assurance maladie et arrêter cette concurrence effrénée par les groupes cotés en bourse que nous n'avons pas encore. Ça risque d'arriver parce que je crois qu'ils font des OPA sur les petits établissements aussi maintenant. Souhaitons que ça n'arrive pas justement. Voilà. Et voilà. Mais la baguette magique n'existant pas, il y a qu'à, il faut que... Voilà, peut-être qu'on n'a pas voté pour les bonnes personnes non plus, à un moment donné aussi, où on s'abstient, où on ne vote pas. Donc on fait des choix, à un moment donné, c'est des choix, c'est un paquet. Et oui, le vrai problème, c'est de respecter des engagements, que ce soit sur du privé ou du public, pour ne pas arriver à cette concurrence effrénée qu'on connaît sur le continent. Parce que moi, personnellement, j'ai eu à voir comment fonctionnait un groupe coté en bourse. Je ne vous souhaite pas d'être dans le parcours patient avec le regard interne de ce que j'ai pu voir. Une honte. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? J'ai prévu de vous poser 4-5 questions. Je sais qu'on a un temps court. Voilà, donc je vous demanderai si possible peut-être des réponses un peu plus courtes. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la modernisation des établissements de santé. Et vous aviez raison, l'hôpital d'Ajaccio est en cours de finalisation. Il y a des travaux sur l'hôpital de Bastia, prévus ou qui vont se réaliser, peu importe. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Il y a eu la rénovation de l'hôpital de Bonifacio, la rénovation de l'hôpital de Calvi, la rénovation en cours de l'hôpital de Sartène. Vous avez parlé également de l'hôpital de Corté-Tâtonne. Et qu'est-ce qu'il en est des établissements privés de Corse qui ont un patrimoine immobilier que tout un chacun connaît? Parce que les patients fréquentent ces établissements qui ont un patrimoine un peu ancien, 1960, 1970, en date de création. Et on constate malheureusement qu'il n'y a pas ou peu d'aide pour les établissements privés. Je prendrai le cas de mon établissement. Nous avons fait une demande, typiquement comme vous l'expliquiez tout à l'heure sur ce plateau, de type Copermo, il y a 7 ans. 7 ans. Et ça fait 7 ans qu'on attend une réponse pour un cofinancement de l'État du fait que nous avons des activités de service public dont je vous proposerai qu'on y revienne un peu plus tard dans notre échange. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il n'est pas grand temps d'imaginer un fonds d'investissement pour la santé, un fonds d'investissement pour les établissements privés, pour maintenir à flot et plus encore pour projeter dans l'avenir nos outils de santé pour la population? Ça correspond à ce que j'ai demandé dans le plan exceptionnel d'investissement. Quand on a déposé cette demande auprès de l'Assemblée de Corse,
qui le relaiera bien entendu, ça comprend l'ensemble du système, je veux dire, d'offres de soins, du public, du privé et du médico-social dont on n'a pas parlé assez, où justement il était inclus à l'intérieur ce que j'appelle nos retards structurels et proprement l'investissement. Oui, ça demande effectivement des millions d'euros pour pouvoir aider les établissements à se moderniser. Et aujourd'hui, je suis désolée de le dire, on a eu de Paris, depuis plus de 20 ans, une vision à géométrie variable. Je suis poli. Je le pense. Et je reste poli. Parce qu'on aurait pu faire peut-être 2 ou 3 établissements avec des robinets en or. Et à côté, on demande à certains de se serrer la ceinture, des patients, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'in fine, ce sont des patients qui sont dans les lits, qu'ils ont besoin du confort, qui payent par leur cotisation et par leur mutuelle cet accès aux soins. Voilà, et qu'à un moment donné, c'est normal. Comme on dit, on paye en fonction de ses moyens, puisqu'on cotise, et on reçoit en fonction de ses besoins, de son état de santé. Et effectivement, du moment qu'on reste dans un système public-privé, où ce n'est pas un qui tue l'autre, dans ce que vous appeliez les coopérations, que certains ont pu faire, parce on a pu le faire, et on le fait dans certains territoires. Tout à fait. Voilà, de façon loyale. Et naturel. Et naturel, on le fait. Après, c'est peut-être individu dépendant, médecin dépendant, d'une culture. Est-ce que vous me permettez de vous poser 2 dernières questions, parce que j'ai peur que Madame il nous reste 3 petites minutes. 3 petites minutes. Je ne reviendrai pas sur le coefficient géographique, vous en avez parlé tout à l'heure, et je vous en remercie. Il est largement insuffisant, malheureusement. Et encore une fois, on voit comment ça se passe. Mais il règle que le MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. C'est proprement scandaleux. S'agissant maintenant des missions d'intérêt général, vous avez parlé tout à l'heure de notre établissement, et je vous en remercie. L'ensemble des établissements de Corse, privés notamment, aimeraient pouvoir participer de façon plus importante à ces missions. Y êtes-vous favorable ? En fonction du service que vous rendez à la population. Il est normal, puisque vous êtes dans un système de santé, et je le rappelle, quand on reste dans des relations courtoises, normales, où ce n'est pas un qui va manger l'autre. On est bien d'accord. Évidemment. Vous avez vos médecins et des médecins compétents. Il est normal que l'on puisse répartir des enveloppes. Ça paraît logique. Il me semble que dans tous les travaux que l'on a menés dans nos instances, et depuis des années, c'est ce qui est discuté, c'est ce que l'on demande. Moi, ça me paraît normal. Si vous restez, bien sûr, des établissements tels que vous êtes actuellement, je parle ensemble du secteur privé, on peut travailler. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est franchement d'opposer ce public et ce privé, et pour faire les usines à soins des groupes cotés en bourse, et d'un autre côté, faire des méga structures hospitalières, notamment dans les CHU, qui tuent tout le reste des hôpitaux locaux et de l'offre de soins locale, dont les petits établissements privés. Vous avez une dernière question? Une dernière question, je vous remercie Madame Aquavive. Pour terminer, je voudrais revenir sur le programme régional de santé, vous en avez parlé également tout à l'heure. On arrive dans sa phase de finalisation, vous l'avez rappelé. Je considère personnellement qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens financiers nécessaires à une réalisation honnête, d'une programmation honnête. Le secteur privé dit la même chose que moi. Tout à fait. Et nous sommes à quelques semaines probablement de la clôture de ce travail et probablement de son vote. Je n'ai pas encore dit le mot approbation. Quelle sera la position que vous adopterez par rapport à ce document ? Je l'ai dit dans les réunions, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, mon rôle de présidente de CRSA, c'est de mener des travaux qu'on essaye de mener, vous le savez, avec le peu de moyens que nous avons au niveau de l'ARS, et parfois des crises un peu aiguës, relationnelles pour travailler, donc c'est pas facile. Nous avons mené, je dis nous parce que vous êtes de ceux qui participent aux réunions activement, nous avons mené ces travaux. Nous allons arriver à la présentation, nous attendons que l'ARS nous présente le document final avec les orientations stratégiques et ce qu'on aura écrit ensemble. Mais effectivement, je parlais des objectifs de l'ONDAM. Moi, si la ministre de la Santé, qui vous me dites est attendue, ne fait pas d'annonce sur comment on va financer ce PRS, avec quoi et qu'est-ce qu'on fait pour les établissements en difficulté, je l'ai dit clairement, moi, je n'ai pas l'habitude de cirer les pompes et à personne. D'accord ? Donc, mon vote, il sera en fonction des annonces de Madame la Ministre qui va venir. Et pour autant, j'aurai mené mes travaux avec vous, comme avec le secteur médico-social, dans le cadre de la CRSA.
Merci. Ça avait le mérite de la clarté, je Tout à suppose. fait. Et Merci. j'espère que les téléspectateurs auront bien compris qu'à un moment donné, en matière de santé, publique, privée, en fait, il n'y a que des professionnels et on a tous envie de faire la même chose et si possible ensemble. Merci, Merci. Renaud Merci, Mazin. merci monsieur. Et nous allons retrouver donc Patrick et Roger de retour sur ce plateau pour le débriefing. Messieurs, qui Et on débute ? commence. Patrick. Alors, Josette Risteroucci, vous êtes livré à un plaidoyer en faveur de l'hôpital public, sans surprise, avec conviction, énergie et beaucoup de sincérité. On n'en attendait pas moins de vous, de l'infirmière, la militante syndicale de toujours. Ça fait 41 ans que vous êtes à l'hôpital de Bastia, l'hôpital Falconagne. On le sent bien, le combat de votre vie. Il n'y a pas de calcul derrière. Ce combat, vous savez nous le faire partager, nous convaincre, sans doute, parce que nous sommes tous concernés ou appelés à l'être un jour. Difficile donc de critiquer la différence de l'hôpital public, même si Josette Risteroucci, en vous écoutant, on a parfois le sentiment que votre discours est daté, en tout cas un peu décalé par rapport à la réalité. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de dette, une 50aine de millions d'euros pour l'hôpital de Bastia, 120 pour Ajaccio, mais ce ne sont pas les seuls endettés. La dette cumulée des 319 établissements publics en France de santé atteint en effet les 30 milliards. Un tiers de ces établissements est en danger financièrement. Alors donc, il y a forcément un problème. Et dans cette mission, au-delà du constat de la nécessité de sauver la santé publique, on n'a pas entendu de solution. On a bien compris que pour vous, le salut ne peut venir que de la manne publique, ne peut venir que de Paris. Mais n'y a-t-il pas aussi la nécessité de se remettre en cause ? Roger. Alors, moi, j'ai entendu la professionnelle de santé, hein, qui a 40 ans et plus d'hôpital, vous l'avez dit, la militante et la syndicaliste qui, en 40 ans de lutte, est allée jusqu'à mettre sa santé et sa vie en danger à travers une grève de la faim. La politique, enfin, l'élu, l'ancien élu qui a été au pouvoir territorial pendant 5 ans, il faut le préciser, et après on dire peut-être à quoi ça sert en matière de santé d'être au pouvoir territorial, mais qui, vous l'avez dit également, a mis 10 ans pour faire voter simplement une motion sur le sujet. Alors une combattante donc, dont on a bien senti qu'elle se battait désormais contre des éléments qui déferlent non plus depuis le territoire, mais depuis les instances gouvernementales, tout se décide au ministère de la Santé, et probablement aujourd'hui beaucoup à Bercy et beaucoup au niveau européen, qu'on l'avait dit, budget restreint, perte d'effectifs, fermeture de lits, prise en charge des soins, mais de manière très, très comptable aujourd'hui, en gros libéralisation du secteur. Alors votre combat est un combat de 40 ans, le combat d'une vie, disait Patrick, mais on a le sentiment aujourd'hui d'une forme quand même de désappointement dans cette lutte. Vous êtes, pas au terme de ce combat, il y a encore des choses, vous avez beaucoup d'énergie pour le souligner. Alors, se battre encore, mais contre qui prêcher encore, mais dans un désert médical, on l'a bien compris aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une place pour obtenir des moyens à travers une lutte aujourd'hui ? Vous êtes resté Rouch. Alors, pour répondre à Patrick, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le problème de le financement de l'assurance maladie. La recette, bien sûr que je la donne, c'est effectivement des points de chômage en moins, donc c'est de l'argent en plus, des cotisations sociales, salariales et patronales qui rentrent à l'assurance maladie, une gestion bien entendu rigoureuse de cet argent, traçabilité, meilleur suivi des patients, parce qu'on parlait de l'hôpital public, mais l'accès à la santé, c'est la médecine libérale, pouvoir avoir des rendez-vous dans des délais raisonnables, et on a parlé justement de la formation des médecins, parce que si on avait plus de médecins, on aurait peut-être la permanence de soins et pas des rendez-vous à 6 mois pour des spécialistes ou des généralistes qui craquent et qui ne s'installent pas dans des établissements. Monsieur Borloo lui-même, dans son plan pour les banlieues, précise qu'il faut 200 maisons de santé. Et il les prend où, les professionnels, lui qui a été au pouvoir certainement plus haut que le mien à l'époque. Donc moi, j'explique, parce que l'assurance maladie, je sais ce que c'est, j'ai aussi siégé à l'assurance maladie. Donc les recettes, elles y sont, elles y étaient dans un pays, je l'ai dit, même si ça paraît has-been ce que je suis en train d'expliquer, mais non, c'est aujourd'hui faisable. Dans une 6e puissance, c'est de mettre effectivement ces moyens, et après,
de bien les utiliser, de contrôler. On ne pourra pas avoir non plus un hôpital tous les 10 km, un établissement privé tous les 10 km, cela s'entend, et on va soigner autrement. Rester le moins souvent hospitalisé, c'est aussi moins dépenser d'argent, qui est l'argent le nôtre, l'argent public. Donc les solutions, elles y sont. C'est un peu comme pour tous les services publics ou le service au public. Une réforme nécessaire, pas au détriment de la qualité des soins. Non, la qualité des soins ne peut pas être détériorée dans un pays où tout avance très vite. On parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout évolue très rapidement. Il y a des nouvelles technologies qui rentrent dans la partie prise en charge. On parle de la prise en charge du handicap, où on a beaucoup de retard pour les enfants, pour les adultes. En même temps, on vieillit davantage, donc on développe des pathologies qui avant n'étaient pas soignées. Et à côté de ça, on va nous culpabiliser, nous les patients ou les soignants, pour dire vous dépensez trop. Non, il faut le dépenser là où il faut, quand il faut, et arrêter de dire que la France n'aurait pas les moyens de ses ambitions et de ses soins. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et sur le pouvoir régional, je rappelle, moi j'ai été élue en 2004, candidate d'ouverture avec le Parti communiste, ça a été effectivement ce combat qu'on a mené tout le temps. Quand on a travaillé dans le PADUC avec Maria Guidicelli, on a mis ce volet sur la précarité, sur l'accès aux soins, qui n'était pas une compétence de la collectivité. On s'est quand même emparé de ces dossiers pour le financement des maisons de santé. Je rappelle que nous avons mis en place l'absence à l'Assemblée aujourd'hui de cette gauche sociale. Non, mais je voudrais préciser aussi qu'on a fait l'aide, la prise en charge du deuxième accompagnant pour les enfants hospitalisés sur le continent. C'est une mesure que nous avons faite et bizarrement, ce dispositif, on n'en parle pas. Je veux dire, c'est des associations. Aujourd'hui, vous voyez un peu le champ associatif qui pallie l'absence et les carences de l'État. Heureusement qu'elle les nuit, notamment, qui demande une réforme du code de la sécurité sociale. Oui, mais avec ce qu'on vient de dire, ça paraît logique. Vous avez été à la majorité territoriale de 2010 à 2015. Ce sont les années qui nous intéressent. Vous n'avez pas de regrets par rapport à cette participation auprès de majorité, auprès de Paul Jacob notamment? Ça, je vous dirais que non, je n'ai pas de regret parce que... Le militantisme syndical n'est pas soluble dans la politique? Non, je veux dire, mon engagement, il a toujours été un engagement militant. Je ne suis plus élue, je reste une militante dans le social. J'ai pas attendu d'être élue pour défendre des causes avec d'autres, parce que vous savez, tout seul, vous ne faites rien. Si vous retournez qu'il n'y a personne derrière, je suis désolée, il y a qu'un, il faut que... Non, c'est pas une personne toute seule. Non, moi, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret d'avoir travaillé, d'avoir apporté une petite pierre, on dira, à l'édifice dans certains dossiers, sur des gratuités, beaucoup de gratuités dans la formation, sur lesquelles je veux dire, j'ai quand même porté des dossiers. Donc voilà, après les urnes ont parlé, il y a des choix. Justement, il faut respecter un dernier mot, il nous reste moins d'une minute sur l'action de cette majorité territoriale nationaliste. Est-ce qu'elle a cette fibre sociale ou pas? On va voir. Maintenant, ça fait 3 ans qu'ils sont... On a vu la mise en œuvre de cette fameuse carte de réduction pour les retraités. La carte des retraités qui a été votée la dernière fois. Vous auriez voulu la faire? Je rappelle qu'à l'époque, nous avions demandé que ça soit au-dessus. Mais comme dit Patrick, nous avions été au pouvoir et nous ne l'avons pas fait. Donc aujourd'hui, oui, on peut toujours mieux faire avec des moyens financiers. C'est comme pour l'hôpital. La collectivité va être mal. Je vous remercie Josette Risterucci, merci Patrick, merci Roger. Merci à vous. Un dernier mot avant de finir, un petit peu de lecture pour prolonger ce débat. Santé, explosion programmée, c'est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, qui signe cet ouvrage aux éditions de l'Observatoire. Voilà, bonne azère à toutes et force à Pricht.